Maintenant, je vous propose de commencer sans plus attendre avec le premier panel de la journée, intitulé « Le coût de la vie a-t-il un prix ?» Seront abordées les questions de la définition puis de la mesure du coût de la vie, des tendances historiques, des causes globales de la flambée actuelle, des disparités géographiques et culturelles, et enfin des enjeux d'équité qui en résultent. J'inviterai Robertson-Édouard, chercheur senior à l'Observatoire québécois des inégalités, à vous présenter les panélistes. Bienvenue au premier panel de la journée Lumière sur le coût de la vie. Coût de la vie. Jamais cette notion n'a été aussi populaire. Il est presque impossible aujourd'hui d'ouvrir une station de radio ou un téléviseur ou un réseau social pour ne pas entendre parler de coût de la vie. Tout le monde en parle. Tout le monde semble préoccupé par la hausse du coût de la vie. Mais en fait, de quoi s'agit-il? Le coût de la vie a-t-il un prix? Ce n'est pas moi qui vais répondre à cette question. Nous avons 3 panélistes que je vais inviter à rejoindre à la scène pour venir en discuter avec vous. Le premier panéliste, c'est Geoffroy Boucher, économiste de l'Observatoire québécois des inégalités. Je vous invite à l'applaudir, s'il vous plaît. La deuxième panéliste, c'est Madame Tania Sirois, qui est directrice générale du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. Madame Tania Sirois. Et le troisième panéliste, c'est Monsieur Raphaël Laflamme, organisateur communautaire au Centre des travailleuses et travailleurs immigrants. Monsieur Laflamme, s'il vous plaît. Le problème des chercheurs, c'est quand ils voient un micro, ils ne peuvent pas s'arrêter de parler. Moi, je vais m'imposer la discipline d'arrêter de parler et de céder la parole tout de suite à notre économiste, Geoffroy Boucher. Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors, c'est moi qui va briser la glace ce matin. J'espère que vous avez pris un bon café parce qu'on va parler d'indicateurs statistiques. Je vais essayer de rendre ça un peu léger, un peu concret aussi. Puis, ça va bien se passer. Donc, on va parler de quelques indicateurs, de leurs limites, puis on va aussi s'intéresser aux causes derrière la poussée inflationniste qu'on vit présentement. Donc, ça ne sera pas une surprise pour personne. En ce moment, là, on connaît là, des poussées inflationnistes qui sont records au Québec. En fait, en 2022, l'indice des prix à la consommation a connu sa plus forte augmentation en 30 ans au Québec. On parle d'une augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation de 6,7 % en un an. Donc, c'est majeur. Puis, il y a certaines catégories de produits qui ont connu une hausse plus importante. C'est notamment le cas du transport, une hausse annuelle de 11 %, de l'alimentation, une hausse annuelle de 9,2 % et du logement, une hausse annuelle de 6,1 %. Et ça donne que ce type de dépenses-là, c'est justement les dépenses qui occupent la part la plus importante du budget des familles à faible revenu. Donc, les ménages moins nantis ont subi un effet disproportionné de la hausse des coûts de la vie. Donc, je vous parle de l'indice des prix à la consommation, l'IPC. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une mesure de variation de prix de biens et services de consommation courante. Donc, on s'intéresse vraiment à l'évolution du prix pour un panier d'environ 700 biens et services. C'est compilé par Statistique Canada sur une base qui est mensuelle et on le calcule pour 19 strates géographiques à l'échelle du Canada. Au Québec, on en a 3. On a la région métropolitaine de recensement de Montréal, la région métropolitaine de recensement de Québec et l'ensemble de la province de Québec.
Donc, rapidement, dans les limites, on peut voir qu'à l'extérieur des grandes villes, on est peu couvert par ce type d'indice-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout à l'heure, je vous disais, l'IPC, ça mesure la variation des prix, mais ça ne mesure pas vraiment le coût de la vie. Le coût de la vie est impacté notamment par les prix, mais aussi par les comportements de consommation des ménages. Et qu'est-ce qu'on voit lorsqu'il y a une augmentation des prix? C'est qu'il y a un effet de substitution. Donc, certains ménages vont consommer moins de certains biens et services ou vont substituer la consommation de certains produits pour d'autres produits dont les prix ont moins augmenté. Donc, le vrai panier de consommation, il n'est pas fixe, il évolue tout le temps dans le temps. Statistique Canada essaie de tenir compte de ça en révisant la composition du panier tous les 2 ans. Une autre mesure qui est intéressante pour suivre l'évolution du coût de la vie, c'est la mesure de panier de consommation, la MPC. Ça établit le coût d'un panier de biens et services qui correspond à un niveau de vie de base là, qui est modeste. Depuis 2019, c'est le seuil de la MPC qui est retenu par le Canada comme mesure officielle de pauvreté au pays. Contrairement à l'IPC, c'est calculé sur une base qui est annuelle, donc on n'est plus du tout là, dans la base mensuelle. Et la mesure officielle sort avec 1 an de décalage. Donc, en janvier 2024, on va avoir la mesure officielle de la MPC pour l'année 2022. Donc, il y a ce décalage-là à prendre en compte. Et c'est des seuils qui varient en fonction de deux principaux facteurs. Premièrement, la taille de la famille, il y a combien de personnes qui vivent dans le ménage. Et deuxièmement, où ce ménage-là vit, c'est quoi le lieu de résidence. Il y a 53 régions qui sont prises en compte pour déterminer les seuils de la MPC. Donc, il y a 19 collectivités spécifiques qui correspondent aux 19 strates géographiques qui ont été utilisées pour l'indice des prix à la consommation. Mais à ça, on ajoute 34 régions intraprovinciales qui vont varier selon la taille de la population. Et il y a également 10 régions rurales, une pour chaque province canadienne. Donc, au Québec, qu'est-ce que ça donne? En 2021, le seuil de la MPC a augmenté de 3,5 % pour les régions rurales et les régions urbaines de moins de 30 000 habitants. Pour la RMR de Québec, 3,3 % et pour la RMR de Montréal, 3,2 %. Donc, on voit qu'il y a déjà une petite distinction là, géographique dans ces augmentations-là de coût de la vie. Des limites, il y en a plusieurs. D'abord, les seuils de la MPC à chaque année. L'ajustement se fait en partie sur l'indice des prix à la consommation qu'on a vu tout à l'heure, qui, lui, a peu de couverture là, hors des grandes villes. Donc, cet effet-là se répercute. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'éloignement par rapport à un centre urbain, un centre économique, un centre social, ça a un impact important sur le coût de la vie des collectivités. Puis, selon les seuils de la MPC, une famille qui se retrouve dans une région rurale qui est plutôt accessible, comme par exemple Lotbinière, près de Québec, ça va être les mêmes seuils pour une région rurale plus éloignée, comme Coudjouac ou Matagami. Donc, c'est pourtant des réalités là, qui sont assez différentes. Puis, dernière limite, c'est qu'on remet en question aussi l'utilisation de la MPC comme un seuil de pauvreté. D'abord, on se questionne sur qu'est-ce qu'un réel niveau de vie de base modeste. Est-ce que le niveau de la MPC est adéquat? Il y a différentes mesures alternatives. Il y a la mesure de faible revenu, il y a la mesure de revenu viable, sur lesquelles on pourra peut-être revenir là, plus tard. Il y a d'autres types de données qui peuvent être utilisées pour jeter un éclairage sur la question du coût de la vie, qui ne sont pas des indicateurs statistiques. On peut s'intéresser à différentes variables, comme par exemple l'achalandage des banques alimentaires au Québec. Dans le bilan fin 2022 des banques alimentaires du Québec, on voit que c'est les membres associés de l'organisation qui ont connu la plus grosse hausse d'achalandage entre 2022 et 2021. Les membres associés, ça, c'est des organisations qui fournissent de l'aide alimentaire dans des régions qui ne sont pas couvertes par les membres moissons
réguliers comme Moisson Québec. Donc, on parle des régions éloignées des grands centres comme la Côte-Nord, la Gaspésie, les îles de la Madeleine. Donc, déjà là, on peut voir là, que cette disparité régionale dans la hausse des prix est vraiment présente. Ceci étant dit, il faut utiliser ce type de données-là avec prudence parce que l'achalandage pour des banques alimentaires, ça dépend de plusieurs facteurs, notamment les défis d'approvisionnement des organismes qui fournissent l'aide alimentaire. Donc, ça ne se limite pas seulement à la demande pour ces produits-là. On peut aussi utiliser des données d'enquête statistiques. On apprenait récemment avec l'enquête sociale canadienne qu'une personne sur 4 n'avait pas les moyens pour assumer une dépense inattendue de 500 $. Qu'est-ce qui est intéressant avec ces enquêtes-là, c'est qu'on peut creuser pour voir le profil des gens. Puis on voit que les femmes sont légèrement plus impactées. Dans le fond, il y a 29 % des femmes qui n'ont pas les moyens pour assumer ce type de dépenses inattendues contre 24 % chez les hommes. On peut aussi voir que les jeunes adultes sont particulièrement préoccupés par la question financière. La moitié des 35-44 ans expriment une difficulté à remplir leurs obligations financières. C'est la proportion la plus élevée parmi les différents groupes d'âge. Puis, il y a des groupes racisés qui sont touchés de manière disproportionnée. 74 % des personnes noires, 65 % des personnes sud-asiatiques ont déclaré être très préoccupées par la hausse du coût du logement, contre 38 % chez les non-racisés, les non-autochtones. Donc, la différence est quand même notable. Et tout ça s'exprime également avec des différences entre les régions où habitent les personnes. Maintenant, quelles sont les causes de la hausse du coût de la vie? Dans la littérature, on en identifie quelques-unes. D'abord, les répercussions de la pandémie de COVID-19 qui a eu un effet perturbateur sur les différentes chaînes d'approvisionnement. On pense à la transformation, on pense à l'emballage, on pense au transport, par exemple. Puis, il y a aussi eu des modifications dans les comportements de consommation des ménages. Un exemple, c'est la restauration. Il y a eu une substitution de la consommation dans les restaurants vers de la consommation d'aliments en épicerie. Ça a eu un impact sur les fournisseurs qui ont dû revoir leur logistique, revoir leur chaîne d'approvisionnement pour diriger davantage d'aliments vers les épiceries. Il y a aussi eu des éclosions de COVID-19 dans des usines de transformation. Ça a une répercussion en cascade là, sur les prix finaux pour les consommateurs parce que il y a une diminution de l'offre pendant une période. Par la suite, il y a des heures supplémentaires qui sont payées pour les employés de l'usine qui a dû fermer temporairement, puis il y a des coûts supplémentaires de transport. Une des autres raisons pour la hausse des prix qu'on connaît en ce moment, c'est les mauvaises conditions météorologiques dans les régions de production. En raison des changements climatiques, les événements météorologiques qui sont imprévisibles sont de plus en plus fréquents et de plus en plus graves, ce qui a un impact important sur l'offre et la production. En 2021, là, au Canada, on a connu dans les provinces des prairies là, des fortes sécheresses, puis des vagues de chaleur importantes qui ont eu un impact sur le prix de la viande, notamment le bœuf et les produits céréaliers. La même année, dans le sud-ouest américain, on a connu également des vagues de sécheresse. Après, il y a eu des inondations. Donc, tout ça se répercute là, sur le prix des biens. Un autre élément, c'est la hausse du prix des intrants, principalement la hausse du prix de l'énergie avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il y a eu une réduction de la production pétrolière qui a eu un impact à la hausse sur les prix. Il y a également une volatilité importante dans le marché des engrais en Europe. Il faut savoir que la Russie, c'est un des principaux producteurs d'azote, de phosphate, de potassium, qui sont des principaux composants des engrais. Et en plus, la Russie et l'Ukraine sont respectivement les premiers et cinquièmes exportateurs mondiaux de blé. Donc, tout ça là, a des impacts à la chaîne sur les prix. Et à travers cette
poussée inflationniste-là, ben, il y a également le phénomène d'avarice-inflation où certains acteurs économiques ont profité de ça pour augmenter leurs marges bénéficiaires. Mais ça, il va en être question là, plus en détail aujourd'hui. Donc, pour l'instant, je m'arrête ici pour le petit portrait, puis je redonne la parole à Robertson. Merci, Geoffroy. Et dans le temps en plus. Un modèle à suivre. Geoffroy vient de nous peindre un portrait général du coût de la vie et de son évolution et de la manière dont cette évolution affecte les populations en général. Maintenant, il s'agit de voir comment concrètement ça se passe dans la vie de certaines populations spécifiques. C'est ce dont, d'abord, Mme Tania Siwa va nous parler. Donc, bonjour, rebonjour, Koué. Donc, on m'a demandé de faire une petite présentation. Je vais starter mon minuteur parce que, comme je vous dis, je peux faire ça en 12 minutes comme je peux le faire en 60 minutes. Donc, je vais essayer d'être un modèle, moi aussi. Donc, sur les conséquences, on a beaucoup parlé des causes au niveau de la hausse de prix et tout ça. À la question, là, est-ce que le coût de la vie a-t-il un prix? Effectivement, il a un prix, puis souvent, c'est un prix social. Donc, sur les populations plus vulnérables, plus marginalisées. Fait que c'est un peu le portrait que je vais vous faire rapidement en 12 minutes. Comme je le disais là, dans le mot d'ouverture, je suis directrice générale du regroupement des centres d'amitié autochtones. Donc, nous, notre mission, c'est vraiment de travailler pour les Autochtones qui sont de passage ou qui vivent en milieu urbain. Une population qui a été très souvent oubliée, marginalisée. Et en 2021, là, avec les dernières statistiques, on sait que plus de 50%, donc c'est une Première Nation sur deux, vit dans les milieux urbains. Donc, on comprend que les hausses du coût de la vie ont des conséquences, c'est cumulatif sur d'autres enjeux. Et on ne peut pas traiter cet enjeu-là de pauvreté ou de difficulté à avoir accès à par exemple, des achats, de la nourriture, la sécurité alimentaire, sans prendre en compte le passé et qu'est-ce qui découle de tout ça. C'est vraiment, il faut traiter la question dans un tout. Donc, rapidement, les réalités urbaines des Autochtones. J'ai sorti quelques statistiques en lien avec la journée d'aujourd'hui. Elles ne sont pas de moi, là, mais viennent vraiment de Statistique Canada. Donc, selon StatCan, selon la mesure du panier de consommation, le seuil de pauvreté au Canada est environ le quart, donc 24% des Autochtones qui vivaient dans les régions urbaines des provinces vivent dans la pauvreté, en comparaison à 13% de la population non autochtone. On en parle souvent, mais vous voyez, là, on le voit mal là, dans la chose, mais la ligne bleue pâle, c'est la population femme. Donc, encore une fois, les femmes sont souvent les principales personnes touchées sur la question de la pauvreté. Donc, d'où de mettre en place des politiques publiques, des programmes ou d'être conscient de cette réalité-là. Également, toujours là, en lien avec les enjeux au niveau de la pauvreté, personne incapable d'acquitter des dépenses imprévues chez les Autochtones de 18 ans et plus. Encore une fois, là, on voit que les statistiques sont extrêmement élevées et encore une fois, ça touche principalement les femmes. Malheureusement, la question autochtone, dans les statistiques, quand ça va moins bien, on fait toujours des scores, que ce soit au niveau de la pauvreté, que ce soit au niveau des enjeux de santé physique, mentale et tout ça. Donc, on est vraiment, là, malheureusement, là, dans ces moments-là, on est très présent dans ces stats-là. L'insécurité alimentaire, on en a parlé un petit peu plus tôt. La COVID a exacerbé énormément l'insécurité alimentaire, mais on se demande même si elle a exacerbé ou elle a dévoilé plutôt une réalité qui était malheureusement cachée. Du fait que nous, en tant qu'organisation, on allait dans les ménages, dans les loyers, et là, on voyait vraiment les réalités de ces gens-là. Ce qui existait peut-être avant la COVID, mais on sait que ça l'a exacerbé énormément.
Également, je ne vous cacherai pas, puis on le voit souvent dans les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais le coût de consommation au niveau des communautés, des villages inuits dans le Nord, quand avoir accès à des légumes frais, avoir accès à des fruits frais ou tout simplement du lait ou de la nourriture là, qui est saine pour la santé, les coûts n'ont pas de bon sens au niveau du Nord et également de certaines communautés Inuits là, ou Naskapi dans le Nord aussi du Québec. Donc, on a vraiment des enjeux au niveau de l'éloignement en ce qui a trait à la sécurité alimentaire. Et je ne vous cacherai pas qu'on a parlé des causes, mais c'est une des conséquences aussi que peut avoir la pauvreté, le coût de la vie sur la santé des gens au niveau des Autochtones. Rapidement, pour vous faire un topo, présence des membres des Premières Nations et des Inuits dans les villes au Québec. Le nombre d'Autochtones est constamment en croissance. Donc, pour ceux qui pensaient un jour les Autochtones vont disparaître ou un jour ce n'est pas notre problème, ben non, ils sont constamment en croissance. Les Autochtones, contrairement à la population alloctone, ont une démographie inversée. Donc, les gens ont des enfants. Donc, les femmes ont en moyenne entre 2 et 3 enfants. Donc, c'est vraiment là, la démographie est vraiment en hausse. Je ne suis pas en train de vous dire que les Autochtones vont dépasser les Allochtones au Québec, mais il faut prendre en compte cette réalité-là. Les principales raisons qui font que les Autochtones quittent les communautés vers la ville, bien, la bonne nouvelle, les études, le travail et le logement. Je ne m'attendrai pas trop au logement. Je sais qu'il y a des panels qui vont s'y attarder, mais on comprend que le logement est vraiment un facteur de base là, pour avoir une vie saine et une vie adéquate et de qualité. Beaucoup d'enjeux populationnels. Quand je vous dis que le coût de la vie, c'est un facteur qui rajoute par-dessus plusieurs facteurs, bien ça, c'en est un bel exemple. Tu sais, pourquoi que les Autochtones ont des enjeux, puis on se demande, oui, mais pourquoi qu'il y a un taux d'alcoolisme si élevé? Pourquoi les gens il y a beaucoup de décrochage scolaire et tout ça? Bien, il y a une histoire à tout ça. Je ne passerai pas au travers de chaque statistique, considérant du temps qu'on a, mais vous les avez à l'écran. Donc, c'est vraiment là, des comportements qui sont autodestructeurs, qui ont été causés, entre autres, face au traumatisme et face à l'impact intergénérationnel. Ça, il faut le comprendre. Si mes grands-parents ont été dans les pensionnats, il y a un impact intergénérationnel et ça a été documenté. Ce n'est pas juste dans la tête des gens, c'est que ça a un impact sur les enfants des enfants et tout ça. Également, j'en parlais au niveau des statistiques, donc l'inégalité sociale est vraiment existante entre les populations autochtones et allochtones, un taux d'emploi inférieur, des barrières difficiles à surmonter pour l'accessibilité au logement, un cumul de défis pour les personnes judiciarisées. Donc, quand on cumule tous ces enjeux-là, ça fait que les populations autochtones sont vraiment dans les tops des populations qui sont vraiment affectées par un coût de vie élevé et qui vivent beaucoup d'enjeux socio-économiques. Mais cependant, considérant qu'ils ne sont pas si nombreux, même si leur chiffre augmente, bien souvent, on les oublie. On les oublie dans des organisations communautaires, on les oublie dans les politiques publiques, on les oublie dans les programmations, moins en moins. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans les dernières années, mais malgré tout, là, il y a du travail à faire encore. L'accès aux services publics fait partie d'un facteur aussi que les gens, par rapport à leur santé, par rapport à leur développement, par rapport à leur participation à être un citoyen engagé, participatif au développement socio-économique, exemple de la province, du pays, bien, on vient cumuler aussi d'autres enjeux par rapport à ça. Les populations autochtones connaissent mal leurs droits. Ce n'est pas des gens qui vont porter plainte ou quoi que ce soit. Donc, on peut vivre dans un logement, par exemple, très inadéquat, très insalubre, et ne pas porter plainte parce qu'on ne sait même pas qu'on peut porter plainte, et de peur de perdre son logement. Et là, je vous donne juste un exemple là, rapide comme ça. À comprendre aussi que les populations autochtones sont vraiment hyper mobiles. Donc, on quitte la communauté, on vient en ville, on retourne sur la communauté et on est très mobile interville. Ce qui fait que c'est des populations extrêmement encore nomades, ce qui entraîne vraiment là, des enjeux au niveau, soit nécessairement du coût de la vie, au niveau de se trouver un emploi de qualité, etc., etc.
Donc, c'est ça, il faut vraiment le comprendre. Et souvent, les Autochtones arrivent dans les villes et croient avoir une vie meilleure parce qu'ils quittent une communauté avec des enjeux. Et non, ils se frappent à d'autres barrières par rapport à ça. J'ai parlé un peu des réalités autochtones, mais je n'ai pas parlé vraiment de qu'est-ce qu'on faisait dans le day-to-day. Le mouvement des centres d'amitié existe depuis les années 50 au Canada, les années 70 au Québec. Donc, on est vraiment là des organisations de services de première ligne, comme il doit y en avoir plusieurs dans la salle. Et moi, je suis directrice de l'association provinciale. Donc, notre rôle est vraiment de travailler sur les politiques publiques, de travailler pour justement là, défendre les droits et les intérêts des Autochtones dans les villes. On travaille vraiment à l'amélioration de la qualité de vie des Autochtones dans les villes, puis j'en ai parlé un peu plus tôt. Il y a beaucoup de défis qu'on rencontre, mais aussi beaucoup de défis reliés à les politiques de colonisation. Donc, on a dit aux Autochtones de ne pas être fiers d'eux, de ne pas être fiers de leur culture, ce qui a entraîné là, des enjeux de décrochage scolaire, des enjeux de on veut pas se mêler à la population autochtone et tout ça. Fait qu'on travaille vraiment, là, comme je vous dis, dans différentes villes pour justement prendre ce pan de la population-là et lui donner des chances pour réussir. Je voulais arriver rapidement à cet acétate-là, ou diapo, là, acétate, c'est... Quand j'étais jeune, c'était des acétates. Cette diapo-là, pour dire qu'il faut agir. Quand je disais qu'il y a lieu d'apprendre de part et d'autre, dans le milieu autochtone, on agit d'une façon holistique, d'une façon transversale. On ne peut pas régler un problème si on ne comprend pas ce que la personne vit. On ne peut pas lui trouver un logement si la personne n'est pas capable de se budgéter. On ne peut pas aspirer à ce qu'une personne trouve un emploi si elle a des enjeux avec la DPJ. Donc, toute cette façon-là de travailler, nous, on le travaille depuis des millénaires, là, c'est-à-dire que c'est cette perspective-là de travailler sur la collectivité, une collectivité en santé. Ça veut dire que tout le monde est bien. Donc, c'est vraiment là, dans la philosophie autochtone, je sais qu'il y en a dans le milieu autochtone qui ont aussi cette philosophie-là, mais c'est vraiment de dire on ne peut pas agir en silo sur l'être humain et c'est ce qu'on a le plus de difficulté à travailler avec le réseau québécois. Il y a un ministère de la Santé, puis dans le ministère de la Santé, il y a beaucoup de choses. Il y a un ministère qui fait ça, OK, ce ministère fait ça, nous, on ne touche pas à ça. Fait que nous, c'est vraiment notre approche. Puis je pense que les enjeux au niveau du coût de la vie doivent être traités de cette façon-là. On ne peut pas traiter un volet. Il faut traiter plusieurs volets. Et ça, c'est vraiment la façon que nous, on a développé à travailler à la suite des enseignements qu'on a eus des aînés. Mais je crois qu'on a vraiment à apprendre là, de part et d'autre par rapport à ça. Donc, on traite au niveau de la petite enfance, de l'adulte, de la santé, du logement, persévérance scolaire. Fait que c'est vraiment, puis basé, bien sûr, sur toute cette sécurité culturelle-là et vraiment là, par rapport à la défense des droits et vraiment sur l'ancrage culturel et identitaire et communautaire également. On a dû développer, je dis on a dû parce que c'était un enjeu, le regroupement a développé sa propre société immobilière. Je voulais juste vous le présenter rapidement. Ça, c'était vraiment un manque. Nous l'avions documenté depuis des années, tout l'aspect du logement. Puis on en parlait là, dans les mots d'ouverture. Là. Le logement, le dernier budget ne nous a pas donné énormément d'espoir en ce qui a trait le développement du logement, mais on s'entend que le logement est la base d'un besoin très, très, très basique, d'avoir un logement adéquat, de qualité, un toit sur la tête pour pouvoir se réaliser comme être humain. Donc, j'ai respecté mon 12 minutes, j'avais mis mon timer. Je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi l'organisation pour l'invitation. Ça a été un plaisir et c'est un plaisir là, de poursuivre avec mes collègues panélistes. Merci beaucoup, Mme Sirois. Vous me facilitez la tâche. Monsieur Laflamme. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Raphaël Laflamme, je suis du Centre des travailleurs immigrants, je suis organisateur communautaire. Qu'est-ce qu'on fait, le CTI, au jour le jour? On accompagne les personnes migrantes dans leur défense de droits au quotidien, sur le milieu de travail en général, pour les aider à comprendre la loi du travail, pour les aider à faire des plaintes, pour les aider à s'organiser collectivement pour des meilleures conditions.
Puis on fait des campagnes politiques pour revendiquer des changements puis des meilleures conditions pour les personnes migrantes. Donc on a été très actifs, par exemple, dans la lutte pour la régularisation des personnes sans papier qui a lieu en ce moment. Puis la revendication aussi des permis de travail ouverts pour tous les travailleurs migrants. Je vais en reparler. Donc mon point de vue va être vraiment plus celui-là de point de vue empirique d'un intervenant terrain. Je n'arrive pas avec des études puis des chiffres. Ça va être un peu différent comme angle. Moi, je suis dans le terrain au jour le jour, j'aide les personnes, j'ai des observations. Fait que ça va venir peut-être compléter un peu l'aspect plus statistique. Donc, la question étant, comment ça se vit, l'augmentation du coût de la vie chez les personnes migrantes, puis pourquoi ça les frappe de façon différente selon ce que je vois au jour le jour? Je pense qu'à chaque fois qu'on parle de migrants, on n'a pas le choix de parler des statuts d'immigration. Ça va venir de n'importe sujet qu'on parle, parce qu'on a différents statuts qui vont créer différentes catégories de résidents, différentes façons de vivre le Canada. Puis il y a deux que je vois en particulier dans le jour le jour qui sont particulièrement affectés, c'est les travailleurs temporaires avec des permis de travail qu'on dit fermés, puis les personnes sans papier ou à statut précaire. Fait que ceux qui ne connaissent pas beaucoup les travailleurs temporaires, les permis fermés, c'est quoi un permis fermé? Dans le fond, c'est un permis qui est lié à un employeur donné. Donc, les employeurs vont faire une étude auprès du gouvernement pour dire « Ah, il n'y a aucun Québécois qui est capable de combler ce poste-là. » Donc, le gouvernement donne une autorisation d'engager un travailleur temporaire qui va avoir le nom de l'entreprise, qui va avoir des tâches écrites à son permis, qui ne peut pas déroger de ses tâches, de son poste. Si le travailleuse veut changer d'emploi, doit pratiquement refaire toute la démarche d'immigration. Donc, c'est une question de mois. C'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi je pense que c'est important? On s'entend deux caractéristiques de la conjoncture actuelle, c'est l'inflation, l'augmentation du coût de la vie, puis la pénurie de main-d'œuvre, même s'il y a peut-être des enjeux avec cette notion-là. Qu'est-ce que ça fait? C'est que les prix augmentent en général, mais à cause de l'offre et la demande de la force de travail, de notre travail, on a quand même observé une augmentation des salaires qui est moins haute que l'inflation. Évidemment, je pense qu'on va en reparler sûrement beaucoup, mais il y a quand même eu les salaires ont quand même augmenté un peu. Mais qu'est-ce que ça fait, les permis fermés? Ça vient artificiellement mettre une barrière à l'offre et la demande sur le marché de l'emploi parce que le travailleur, il n'a pas le pouvoir de négocier un meilleur salaire, il y a juste un employeur. Donc, on va artificiellement baisser les salaires des travailleurs migrants comme s'il n'y avait pas d'enjeu de pénurie de main-d'œuvre puis qu'il n'y avait pas une plus grande demande de travailleurs. Donc, je vois beaucoup de préposés aux bénéficiaires qui travaillent au salaire minimum. Des exemples très, très concrets. J'ai vu un chef cuisinier, il avait 10 ans d'expérience, travaillait dans des restaurants gastronomiques au Pérou. Il travaillait ici pour 16 de l'heure. Il faisait l'emploi de chef quand même. Donc, c'est pour ça qu'on le voit beaucoup. On a vu beaucoup des permis fermés en agriculture parce que c'est des postes que personne ne ferait pour le salaire qui sont offerts. Puis on le voit de plus en plus là, dans les restaurants les chaînes de restauration rapide. Donc, en plus de vivre les conséquences comme négatives de l'inflation et de la conjoncture économique, ils n'en voient pas les bénéfices dans une hausse de salaire. Autre chose à mentionner, c'est que les permis fermés sont aussi temporaires et sont aussi précaires. Donc, par exemple, un travailleur qui vient ici, travaille 3 mois, se fait congédier, il n'a pas travaillé assez longtemps pour avoir l'assurance chômage. Fait qu'il se ramasse ici à attendre son autre permis de travail, il ne peut pas aller travailler, il n'y a pas d'assurance chômage. Donc, c'est des situations de précarité là, qui peuvent être assez extrêmes. Deuxième statut que je pense qu'il faut parler, c'est les sans-papiers ou plus généralement les personnes à statut précaire. Fait qu'on peut parler des personnes qui ont plus de statut d'immigration carrément, mais aussi des personnes qui sont en attente d'un renouvellement, qui arrivent pas jamais, mais qui arrivent dans trop longtemps. Les demandeurs d'asile qui sont arrivés et qui ont fait une demande de permis de travail, mais qui n'ont pas encore leur permis de travail, ne peuvent pas travailler légalement. Les sans-papiers, disons que c'est l'exemple le plus extrême parce qu'ils n'ont aucune protection des normes du travail. Ils travaillent en dessous de la table. En plus de ça, ils n'ont pas de RAMQ, ils n'ont pas de droit en logement. Ils sont complètement en dehors du cadre légal, si on veut. J'ai vu un travailleur qui travaillait, il attrapait des poulets là, dans une... Je ne me rappelle plus du nom, là, c'est un blanc. Mais bref, il attrapait des poulets. Il était payé 2 $ pour attraper 1000 poulets. Fait que ses chèques de paye, c'était 200 $. Puis
j'ai du mal à croire comment ils attrapaient quand même autant de poulets que ça. Là. Mais c'est ça. Puis, on va dire, ben les sans-papiers, ben il y aurait juste à avoir des papiers, puis il n'y aurait pas ces problèmes-là. Mais l'enjeu, c'est les gens, évidemment, ne veulent pas être sans-papiers au Canada. C'est généralement pas des gens qui ont traversé la frontière de façon illégale. C'est des gens qui sont venus légalement et qui sont perdus dans des trous administratifs. Puis, le fait qu'on ait des sans-papiers, on est un peu dans une contradiction parce qu'on dit qu'on n'en voudrait pas. Le gouvernement agit comme si c'était illégal puis il ne voulait pas de ces personnes-là. Mais en même temps, c'est un choix conscient et volontaire de garder des sans-papiers parce qu'on sait qu'ils remplissent des emplois qu'on a besoin. Fait que les fermes où il y a des travailleurs illégaux qui travaillent, qui sont sans-papiers, le gouvernement les connaisse. Il y a des agents de police qui regardent les vannes le matin, qui les embarquent. Donc, c'est un peu une contradiction qu'on a dans le sens où on laisse ça aller. On sait que c'est des travailleurs qui n'ont pas accès à aucun droit, puis en même temps, on dit que c'est illégal. Donc, il y a vraiment un enjeu là, sur ces personnes-là. Oui, je voulais juste... c'est des données qui datent un peu, mais je trouvais que l'illustration était frappante. Là, le salaire médian des travailleurs temporaires. Donc, on divise le programme des travailleurs étrangers temporaires entre faible niveau de compétences puis compétences élevées, mais vous voyez que les travailleurs étrangers temporaires à faible niveau de compétences, quand on dit que c'est la précarité des salaires pas très élevés, on le voit là, de comment ça s'illustre ici. Python. Comme probablement tout le monde, je vais parler un peu de logement parce que ça revient beaucoup, là, la crise du logement. Réalité un peu particulière qui est que dans le volet des travailleurs étrangers temporaires à bas salaire, le logement est la responsabilité de l'employeur. Donc, l'employeur doit s'assurer que le travailleur a un logement adéquat à un prix convenable, ce qui peut paraître bien, mais en même temps, ça apporte des problématiques parce que les employeurs, ce n'est pas nécessairement eux qui gèrent ça habituellement, des logements. Puis ce qu'on voit, c'est des bails un peu informels, il y a un peu un flou. C'est quoi les droits des travailleurs dans les accommodations de travailleurs? Est-ce qu'ils ont le droit au logement? Les prix, soit les prix vont être trop élevés, ou ils vont comme mettre des prix réguliers, mais un peu gonfler le prix total du logement. C'est-à-dire qu'on va voir un 5,5 avec 2 travailleurs par chambre, fait que 6 travailleurs dans un 5,5 qui payent 400 $ chaque. On s'entend que ça ne coûte pas ça. Ça coûte pas soit les travailleurs vont payer plus cher pour leur logement, soit avoir des moins bonnes conditions de logement que les autres personnes. C'est un peu ça pour le logement. Oui. Quelques autres fardeaux supplémentaires, là, quand on dit qu'est-ce qu'ils ont d'autres facteurs qui font qu'ils ont encore moins d'argent dans leur poche au final, bien, le coût de l'immigration et les frais de recrutement. Techniquement, quelqu'un ne doit pas payer de frais de recrutement dans le programme des travailleurs étrangers temporaires, mais c'est vraiment un problème en ce moment, les agences de recrutement frauduleuses. Même s'il y a une partie des agences de recrutement, techniquement, ils doivent toutes être réglementées, être enregistrées à CNESST, mais il y a une grosse partie qui se passe en dessous du contrôle légal. Par exemple, on voit des frais de recrutement là, de plusieurs dizaines de milliers de dollars, là, des fois qu'on voit. Des fois, il y a une image un peu du travailleur temporaire. On se dit, ça, c'est des gens qui viennent d'un pays plus pauvre, ils vont venir ici quelques années, faire bien de l'argent, puis retourner dans leur pays après avec des économies. Bien, par exemple, qu'est-ce que j'ai vu en pratique? Préposée aux bénéficiaires, elle arrive ici à payer 15 000 $ en frais de recrutement. Elle vit dans un état super précaire. C'est complètement l'inverse. C'est quelqu'un qui sacrifie tout ce qu'elle a, toutes ses économies, pour passer quelques années dans une précarité extrême à vivre au salaire minimum pour peut-être immigrer ici de façon permanente. Donc, c'est complètement l'inverse de ce que l'image qu'on a des fois à des travailleurs temporaires. Puis c'est aussi important de penser que qu'est-ce que ces personnes-là laissent derrière? Bien, ils laissent souvent derrière leur emploi dans leur pays d'origine, leur famille, des fois leur entreprise. Fait que revenir, ce n'est pas une option. Fait qu'ils vont tolérer beaucoup plus que ce qu'on s'imaginerait qu'ils seront capables de tolérer. Finalement, si on parle de travailleurs étrangers temporaires à faible niveau de compétence, ça, c'est les travailleurs qui ont, par exemple, en dessous d'un niveau qu'on appellerait ici peut-être DEP ou formation professionnelle. Ces personnes-là, ils n'ont pas le droit de faire venir leur famille au pays.
Donc, en plus de tous les coûts que j'ai mentionnés, bien, ces personnes-là, généralement, ne gardent même pas l'ensemble de leur salaire. Ils le renvoient à leur famille qui, elles, n'ont pas accès aux conditions de travail au salaire d'ici. Puis, même chose pour le volet des travailleurs saisonniers. Il y a beaucoup d'argent qui retourne dans les pays. Donc, les personnes, en plus de ça, n'ont pas accès aux mêmes revenus. Je voulais conclure avec une perspective un peu plus critique, globale, faire une ouverture en sortant, c'est que j'ai parlé beaucoup des conditions ici domestiques, mais il faut penser que l'immigration, bien, ils viennent d'un pays aussi, donc il y a la question globale à poser. Fait que nos programmes d'immigration affectent aussi les programmes d'émigration des pays du Sud. Si on pense aux Philippines qui ont carrément institutionnalisé ça, ils ont un Labor Export Policy, une politique d'export de la main-d'œuvre. Eux, ils ont systématisé le fait qu'il y a de l'argent qui rentre des travailleurs d'outre-mer, puis ils utilisent ça pour se dédouaner un peu de développer des emplois, faire du développement à même leur pays. Fait que quand on parle du sort des migrants ici, du coût de la vie, bien, je pense qu'il faut aussi penser à notre politique étrangère, quel régime on soutient, puis ultimement à la géopolitique mondiale, parce que c'est dans ce cadre-là que se déroule la migration. Puis c'est dans un système économique, politique mondialisé que le Canada fait partie intégrante. C'est sur cette ouverture que je vais conclure. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est franchement trop génial. Un petit récap. Nous avons eu 3 panélistes pour mettre la table de la discussion. J'ai bien dit pour mettre la table de la discussion. Ça veut dire que la discussion peut déborder le cadre de ce qu'ils nous ont servi, pour nous permettre d'en avoir un portrait global, pour en saisir l'évolution à travers le temps. Ensuite, il a abordé les causes de l'évolution du coût de la vie, à la fois les causes conjoncturelles, comme la pandémie, la guerre en Ukraine, etc., mais aussi des causes structurelles, comme le système d'interdépendance qui est à la base de l'économie libérale. Puis, nous avons vu avec les 2 autres panélistes les impacts différenciés de l'évolution du coût de la vie sur les populations autochtones et sur les populations immigrantes, selon qu'elles soient de statut précaire ou pas. Alors maintenant, la parole est à vous pour engager la discussion avec nos panélistes. Les panélistes peuvent engager la discussion entre eux. Et comment ça va se passer? 2 petits éléments de consigne. Premier élément, pour poser vos questions, il suffit d'aller au micro. Il y en a plusieurs qui sont distribués dans la salle. Vous dirigez vers le micro qui est le plus proche de vous pour poser vos questions ou faire vos commentaires. Ensuite, s'il vous plaît, essayez d'être le plus concis possible. Je vous invite à vous présenter au moment de poser la question, s'il vous plaît. Il faut que quelqu'un brise la glace. On va la briser. Alors, Jean-Yves Desgagnés. Alors, moi, je vais être dans le prochain panel là, tout à l'heure, mais en lien avec un peu plus la thématique de cet atelier-là. Le coût de la vie a-t-il un prix? On n'a pas abordé toute la question des impacts de santé, santé physique, santé mentale. Donc, plus on maintient le coût de la vie, ça entraîne la pauvreté et ça a des impacts sur les coûts de santé, les coûts des services sociaux. Ça, malheureusement, on n'en parle pas souvent. Mais en tout cas, j'aimerais ça peut-être, si c'était possible, de vous entendre, donc par rapport à cet impact-là. L'autre chose aussi que je voulais, ça c'est plus un commentaire, souvent on a, je trouve que collectivement au Québec, on fait preuve de déni à l'endroit d'un groupe que je connais, pour lequel j'ai été engagé pendant des années, ce qu'on appelle les personnes assistées sociales. Alors jamais, régulièrement, dans toutes les colloques, communications auxquelles j'assiste, on ne parle pas de ces centaines de milliers de citoyens et citoyennes qui, dans le fond, voudraient bien travailler, mais finalement, ils n'en trouvent pas de l'emploi pour toutes sortes de raisons. Parce que le marché du travail n'en veut pas, parce qu'ils ont des problématiques personnelles qui rentrent. Que, par exemple, on a parlé de la question de l'aide alimentaire. Quand on regarde les chiffres, 44 % en moyenne des gens qui fréquentent les banques alimentaires, c'est des gens qui sont sur l'aide sociale. 44 %. Et moi, j'ai vu qu'il y avait certaines banques alimentaires où c'était 75 % des gens. On ne parle pas non plus du rôle de l'État. Donc, la question des politiques publiques aussi. L'aide sociale au Québec pour les gens qui sont considérés aptes au travail, qui sont considérés aptes au travail, ont vu leur revenu
par des décisions politiques, diminué de 40 % au cours des 25 dernières années. Imaginez-vous là, que votre revenu diminue. Il n'augmente pas, là. Il diminue et c'est des choix politiques. C'est des acteurs politiques qui ont pris ces décisions-là d'appauvrir des centaines de milliers de citoyens. Alors donc, et ça, je pense qu'il faut... Je trouve ça malheureux qu'on en fasse abstraction, parce que, tu sais, et là, on voit toutes les conséquences de tout ça. Si l'itinérance a augmenté au Québec, c'est parce qu'il y a des gens qui ont pas assez de revenus pour payer les loyers qui sont de plus en plus chers. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Hein, on s'en va, on couche dans son char, tu sais, je veux dire. Alors, donc, toute la problématique de l'itinérance, là, et ça, c'est l'autre chose que je voudrais ajouter, c'est qu'on a une absence de mémoire historique. Tous les problèmes que nous avons, soit d'inégalité, soit toute la détérioration de nos systèmes de santé et de services sociaux, c'est le résultat de dizaines, de vingtaines d'années de politiques néolibérales qui sont appliquées systématiquement. Et ça, on l'oublie. Mais les conséquences qu'on a présentement, là, c'est la conséquence de ça. On a dépouillé l'État-providence, hein, et on a transféré ça aux citoyens, aux organismes communautaires. Alors voilà, c'est un petit commentaire là, que je voulais faire. Merci. Et il y a une clientèle qui est jamais... J'appelle toujours ça une clientèle. J'étais dans les ventes toute ma vie, fait que c'est toujours une clientèle pour moi, mais c'est celle des personnes âgées. Et je m'excuse, je vous connais, M. Poulin, mais pas les autres personnes. Voulez-vous vous présenter? Oui, je suis Pierre-Claude Poulin de l'Association québécoise de la défense des droits des retraités. L'association qui a majoritairement des membres qui n'ont pas de pension d'employeur et qui, de ce fait, le jour qu'ils prennent leur retraite, se trouvent à la pauvreté totale. Ils ont des revenus de 40, 45 000, 35 000, n'ont pas de pension d'employeur et du jour au lendemain, tu te retrouves avec une aide sociale qui est le supplément de revenu garanti. Et c'est assez catastrophique. On parlait d'immigration. Ça te prend 10 ans de service ici, d'avoir vécu ici pour avoir droit à la pension. Tu n'as droit à rien de ça sans ça. Alors, c'est catastrophique et ça le sera beaucoup dans le futur si on ne change pas les lois. Et j'ai beaucoup de problèmes avec... J'ai beaucoup de demandes pour les Autochtones et la retraite, mais je ne trouve pas d'études, je ne trouve pas de confirmation. Il y en a qu'on me dit qu'ils n'ont aucune retraite. Est-ce que c'est vrai? Je ne le sais pas. Là. Et concernant l'économie, un des vecteurs économiques qui nous touche énormément, c'est depuis les gouvernements de droite dans les pays occidentaux, on a tout augmenté les taxes de douane. Ce qui fait que les importations qui venaient d'Asie sont beaucoup plus dispendieuses, ce qui génère vraiment une hausse de prix à ce niveau-là. Alors, je ne sais pas s'il y a des choses qui vont se rétablir, mais je ne pense pas avec ce qui se passe avec la Russie présentement. Là. Il y a le conservatisme qui se fait dans nos pays présentement. Alors, c'est le petit point que je voulais ajouter. Mais mais vendredi dernier, j'ai appris par l'IRIS. On avait fait des travaux avec vous à l'Observatoire québécois des inégalités. On disait à l'automne dernier que 49 % des retraités vivent sous le revenu viable. Et j'apprenais vendredi que c'est rendu 53 % qui vivent sous le revenu viable. Alors, c'est assez catastrophique à cet égard-là. Et un autre point, parce que j'ai entendu quelqu'un sur le logement, là, mais la fiscalité municipale a un impact énorme sur tout ce monde-là. Peut-être d'avoir une réforme de la fiscalité municipale qui est plus basée sur le revenu des citoyens serait adéquat. Mon commentaire. Merci. Une troisième personne? Ah. Bonjour Robertson. Ismaël Ndiaye, secrétaire général du comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Ma question est la suivante. Comment sortir du piège des catégories face au coût de la vie? Comment se doter d'une bonne méthodologie pour couvrir toutes les catégories et ne pas juste spécifier? Voilà, merci. Merci beaucoup. Je suis Kathleen Pelletier, je suis la direction de santé publique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça fait 25 ans que je travaille en santé publique. Ça fait peut-être peu d'années là, que je m'intéresse à la question des inégalités, mais il y a quand même quelque chose que je remarque et je vous remercie pour votre excellente présentation des statistiques et des causes. Les causes sont internationales, puis quand on regarde les inégalités, je trouve qu'on regarde surtout le plancher, mais on ne regarde pas l'ensemble de la stratification sociale. On ne regarde jamais le plafond.
pourquoi on regarde les causes d'une façon globale, puis on ne regarde pas la distribution de la richesse d'une façon plus globale. Puis on verrait qu'avec la pandémie, la concentration de richesse a explosé. Il y a un grave problème. Et j'étais super heureuse d'entendre le discours de la représentante de la Ville de Québec, où elle nous invite à s'allier avec elle. Effectivement, s'il y a quelque chose à faire, c'est de ramener notre pouvoir collectif avec les villes. C'est là où on est des citoyens et citoyennes, où on a un pouvoir, où on est capable de s'allier. Les villes sont en train de s'allier partout, ici dans la province, mais également à l'international. Ils sont en train de tenir tête aux États qui sont vraiment en proie directe au lobby. Je ne dis pas que les villes ne sont pas en proie directe au lobby. Je dis simplement que que les États le sont plus et que nous, on a un pouvoir beaucoup plus grand avec nos élus de partout au Québec et à l'international. Et la société civile est en train de s'organiser. C'est incroyable. Ça fait un effet levier. J'ai fait des présentations ces temps-ci sur l'effet casse-noisette. C'est quoi l'effet casse-noisette? C'était une illustration qui est dans le dernier rapport, dans le rapport sur les déterminants sociaux de la santé de l'OMS en 2008. C'est vraiment les élus d'un bras du casse-noisette, la société civile, les citoyens de l'autre bras. La noisette, c'est la noisette des inégalités et on casse ça pour créer de l'équité. Et on peut comprendre que si on s'allie ensemble pour se donner une meilleure qualité de vie dans nos différents milieux de vie, là où ça se passe, notre bien-être et notre santé, tout le monde va y gagner. Et ça, c'est facile à comprendre pour tout le monde. Donc, de vouloir avoir mieux et travailler ensemble sur nos biens communs et de préserver notre système de santé. Parce que comme c'est là, c'est beau la réforme, là, c'est correct, là. Mais ce n'est pas là que ça se passe. Le monde n'y vit pas dans les hôpitaux puis dans les établissements de santé. Le monde y vit dans leur communauté, dans les villes, dans les différents milieux de vie. C'est là qu'on doit améliorer nos conditions. Merci. On nous demandait comment sortir du piège de la catégorisation. Quand finalement, on s'intéresse à une problématique puis on le regarde pour certaines catégories de population, moi, je ne crois pas que cette catégorisation-là est un piège. En fait, je crois que c'est important de tenir compte de différents phénomènes sociaux, de leur impact différencié sur certaines catégories de la population. C'est ce qui est à la base de l'analyse différenciée selon les sexes plus. On peut regarder comment un phénomène ou une mesure impacte différemment différentes catégories de la population. Les hommes, les femmes, les personnes immigrantes, les personnes autochtones, mais aussi les personnes à faible revenu, aussi les personnes à haut revenu. Là, j'appréciais le commentaire sur « on ne regarde pas ce qui se passe au plafond ». En fait, c'est intéressant de voir comment ce type de phénomènes-là, qui ont un impact négatif souvent sur certaines populations, peuvent avoir des impacts très positifs et favorables sur d'autres catégories de population. Par contre, où je rejoins l'intervention, c'est qu'une fois qu'on a fait cette analyse différenciée, bien là, il faut créer des liens. Il faut voir comment les similitudes, comment différents groupes sont touchés dans une perspective un peu intersectionnelle pour voir comment ces phénomènes-là interagissent entre eux, comment ils se renforcissent pour dégager une vue d'ensemble puis ensuite pouvoir agir. Donc, intervention très pertinente. Il y a eu d'autres interventions super pertinentes. On parlait, M. Desgagnés, on parlait de choix politiques. Il y a des choix, moi je parlais des indicateurs, là, il y a des choix aussi dans les indicateurs qui sont retenus par les instituts statistiques ou par les gouvernements ou par différentes organisations pour suivre certaines situations. On parlait des seuils de faible revenu tout à l'heure. Bon, au Canada, on a retenu là, la mesure de panier de la consommation. Bien, pour une personne qui vit à Québec, le seuil l'an passé, c'était d'environ 20 000 $. Mais si on s'intéresse à d'autres mesures de faible revenu, comme la mesure de faible revenu qui est 50 % du salaire médian, pour une personne seule à Québec,
ben là, on est à 24 000 $. Puis là, si on s'intéresse à d'autres types de mesures comme le seuil de revenu viable qui a été développé là, par l'IRIS, ben là, on arrive à un seuil qui est tout autre, là, à 27 000 $ qui vise une sortie réelle de la pauvreté. Mais là, dépendamment de quel indicateur on suit pour suivre l'évolution de la pauvreté ou du coût de la vie, bien, on va avoir des résultats très différents. Et les politiques publiques vont souvent aller dans le sens d'un indicateur, comme par exemple, depuis qu'on suit la MPC pour le seuil de pauvreté, bien, le Canada a pu annoncer des progrès importants dans la réduction de la pauvreté, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent maintenant juste en haut du seuil de la mesure de panier de consommation. Mais si on avait choisi un autre seuil, on n'aurait pas vu une diminution de la pauvreté. Donc, la question de choix là, est super pertinente. J'ai noté d'autres choses, mais je veux aussi laisser la chance aux autres panélistes là, de réagir. Madame Sirois. Oui, bien, mon Dieu, il y a eu tellement de questions pertinentes et tout ça, et j'aimerais revenir sur le monsieur qui a parlé au niveau du coût de la santé. Puis, je vous apprendrai pas que les personnes en situation de pauvreté, c'est une population qui souvent tombe dans l'isolement puis dans la marginalisation. Et de venir dans le système de la santé, ces gens-là arrivent pas en prévention, pas en traitement, mais vraiment par la porte de l'urgence. On l'a vu dans le cas des populations autochtones, mais je suis sûre que ça existe dans d'autres populations. Donc, on a une crainte envers le système. On est moins au fait, on est moins, et je dis ça là, vraiment là, d'une façon très bienveillante, moins éduqué. Donc, on a une crainte face à cette institution-là. On peut avoir des enjeux au niveau de la santé mentale, et quand on rentre par l'urgence, c'est beaucoup plus coûteux pour un système que d'y aller en prévention et en accompagnement. C'est vraiment des courtes réponses, là. Pour répondre au monsieur au niveau des retraites, au niveau des Autochtones, oui, c'est vrai. Ça fait pas longtemps qu'on a instauré dans les communautés autochtones un fonds de pension. Quand je dis pas longtemps, là, d'après moi, 30 ans. Et même là, encore une fois, une question d'éducation. C'est pas tout le monde qui a adhéré à avoir un fonds de pension. Et quand on travaille dans une communauté autochtone, ça, c'est des lois fiscales, entre autres la loi sur les Indiens, là, ça s'appelle vraiment comme ça, là, la loi sur les Indiens au fédéral, on ne paie pas de RRQ. Fait que non seulement on n'a pas de fonds de pension, on n'a pas de RRQ, mais tout ce qui nous reste, c'est à 65 ans, si je ne me trompe pas, là, la pension de vieillesse et le supplément au revenu. Donc, c'est vraiment une accumulation de beaucoup de choses. Fait que oui, vous aviez l'information exacte. Au niveau de la catégorisation, je comprends vraiment le commentaire et j'ai hâte que la société, on soit rendu là à dire on n'a plus besoin de catégoriser. Cependant, moi, j'ai appris quelque chose d'une chercheuse qui m'a dit on essayait de comprendre l'itinérance à Montréal, entre autres, versus l'itinérance autochtone, l'itinérance chez les personnes inuites. Et la personne me disait, Tania, comment on peut mettre en place des solutions si on ne comprend pas l'origine du problème, excusez-moi. Donc, l'itinérance, exemple, chez les personnes immigrantes, chez le Québécois ou la Québécoise et les personnes autochtones, tant qu'on n'aura pas compris bien dans quel contexte qu'on s'inscrit, bien, la mise en place de solutions ne peut pas être la même. Donc, c'est vraiment de voir comment, mais la journée que la société aura pris une pleine maturité, on aura pris conscience de tout le bagage que portent les différents citoyens au Québec, je pense qu'on va pouvoir arrêter de catégoriser et de mettre en place des politiques publiques qui garantissent à tous là, un accès aux services et aux programmes. Rapidement, pour terminer, j'ai beaucoup été interpellée par la dame au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean en santé publique. Effectivement, pourquoi qu'on n'en fait pas un débat de société? Vous avez été interpellé par la dame de la Ville de Québec et je vous comprends. C'était un très beau discours. Mais pour j'ai une petite passion là, pour les politiques publiques, j'en ai fait une maîtrise. Si les citoyens qui votent, les électeurs, ne se donnent pas comme mandat de faire pression auprès des gouvernements pour qu'on adopte des plateformes électorales, des programmes dans les différents ministères, on n'y arrivera pas. La politique, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous apprends rien. On y va avec qu'est-ce qui est
populaire, donc on ne prend pas des... Quand on est au pouvoir, on peut prendre des décisions impopulaires, mais quand on fait des promesses, on y va avec qu'est-ce que le citoyen veut entendre. Si le citoyen dit « Moi, je veux 500 pièces de moins en payer d'impôts en fin d'année », ben c'est là-dessus qu'on va aller, plutôt que d'investir dans des programmes, dans des services de première ligne et tout ça. Je ne vous dis pas que ça n'existe pas au Québec, il y a quand même du financement qui existe, mais je pense qu'il y a vraiment... faut pas tomber dans l'individualité comme citoyen. Je pense qu'on a un enjeu comme parents, comme collègues, comme amis, comme sœurs et frères, de vraiment parler de la société au Québec comme une société qui est solidaire, qui est collective et tout ça. Et je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver. Mais en effet, il y a beaucoup de travail à faire par rapport à ça. Puis je termine en disant ça, là, j'ai vu une différence sur la question autochtone que les gens ont vraiment fait. OK, ça va vraiment pas bien, le traitement qu'on offre aux Autochtones. C'est quand une dame qui s'appelait Joyce Echaquan, à Joliette, s'est filmée en train de recevoir des traitements inacceptables de la part du personnel infirmier et qu'elle a mis ça sur les réseaux sociaux. Malheureusement, elle est décédée. Elle a laissé un mari, des enfants et tout ça. Et c'est là que j'ai vu une prise de conscience beaucoup plus significative, là. Je ne veux pas dire qu'il n'avait pas avant. Fait qu'on dirait que le citoyen doit voir pour le croire et tout ça. Et malheureusement, des fois, ça prend des années et tout ça, même si la problématique existait. Donc, je pense que c'est des événements comme aujourd'hui, c'est des organismes comme vous êtes qui contribuent là, tranquillement et sûrement à faire changer les choses. Merci, M. Laflamme. C'est vraiment des bons commentaires. Je ne sais pas si je peux accoter ça. Mais... rebondir sur un truc spécifique qui a été nommé par rapport au RRQ. C'est drôle qu'on parle de plusieurs fois du RRQ, mais il y a une question que je trouve qui est vraiment, c'est vraiment un bon point à avoir amené parce qu'on demande à des travailleurs qu'on dit, vous êtes temporaire. Dans le fond, on leur assure pas de pouvoir rester ici. On dit, vous venez ici travailler quelques années, vous avez un permis qui échoue à un moment donné, vous devez retourner. Mais on leur demande de payer du RRQ puis de l'assurance emploi. Fait que, ça n'a pas vraiment de sens, là. Puis si je peux faire le lien avec la question de la catégorisation, bien, je pense qu'il y a cet enjeu-là de dire, bien, il y a certaines catégories qui n'ont pas accès à l'égalité. C'est une notion de base, l'égalité, même l'égalité au sens libéral de droit formel. Si on parle des Autochtones, ils ont un cadre légal différent. Si on parle des statuts, fait que je pense que ça, c'est clairement un combat à mener d'obtenir une vraie égalité. Puis après, de voir qu'est-ce qui rassemble toutes ces causes-là des Autochtones, des personnes, on a parlé des personnes sur l'aide sociale, des retraités, des migrants, des travailleurs. Bien, je pense que si on regarde puis on a parlé de la concentration des richesses aussi qui était hallucinante, de regarder l'autre côté, bien, peut-être un peu vieux jeu, mais je pense qu'il y a une question de classe qu'on a à poser, là. Il y a à ramener la dimension de classe parce que c'est pas le propriétaire de la mine en Côte d'Ivoire qui souffre des problèmes du coût de la vie. Fait que je pense que c'est ça qui peut unir un peu les différentes causes, c'est de dire, bien, moi, en tant que personne travailleuse ou assistée sociale ou professionnelle, bien, je suis solidaire parce que je vois que j'ai un intérêt commun avec toutes ces personnes-là, au sens où on est tous dans le même bateau d'un certain sens. Ce que j'ai compris à l'issue de ce panel, c'est que le coût de la vie n'est pas le même pour tous. Il a un coût social nettement plus élevé pour certaines populations, notamment les Autochtones et les immigrants. On peut ajouter les personnes aînées, on peut ajouter les femmes. Et Ismaël, on peut multiplier les catégories. Et que tout cela découle des politiques actuellement en vigueur. Si les politiques peuvent être à la base de cette réalité, les politiques peuvent être également à la base du changement de cette réalité pour une société plus inclusive, plus équitable, plus égalitaire. Je vous laisse prononcer les mots de la fin. Bon, c'est difficile de faire mieux que Robertson, mais ben moi, je nous invite à garder en tête ce à quoi on porte attention.
Les mesures, les chiffres, les mesures qui nous sont présentées ne sont pas tout le temps les bonnes. Ce n'est pas tout le temps celles qui permettent de comprendre une réalité. Il faut aller un peu plus loin. Il faut mettre en relation différentes mesures pour avoir une vue d'ensemble d'une situation. Et on peut même se doter, être à l'initiative. Des groupes sociaux ont déjà développé eux-mêmes des indicateurs pour suivre des réalités qui leur étaient propres. Et sans ces indicateurs-là, pour les suivre, c'est des problématiques qui passent inaperçues. Donc, mettons la lumière sur certaines situations pour que par la suite, les décideurs publics puissent prendre des actions conséquentes. Merci. Madame Sirois. Merci. Très rapidement. Effectivement, l'endettement, un super bon point. Et j'ai envie de dire, et j'ai pas d'études là-dessus, mais c'est des constats. Chez les populations autochtones, c'est même pas de l'endettement, là, parce que souvent, on est considéré comme étant, n'ayant pas de crédit, mais c'est vraiment l'abandon. On n'a plus de sous pour aller à l'école, on abandonne l'école. On n'a plus de sous pour faire ça, on abandonne. On retourne dans la communauté, on vit dans une maison surpeuplée, c'est pas grave. Fait que, tu sais, il y a oui l'endettement, mais au-delà de l'endettement, il y a aussi l'abandon de projets de vie et d'aspiration. Donc, je voulais vraiment vous remercier encore une fois, Chinishkumitna, et je ne pourrais pas rester le reste de la journée avec vous. Je suis attendue au bureau, mais vraiment, merci pour l'invitation et je vous souhaite vraiment une belle journée d'échange. Merci. Monsieur Laflamme. Peut-être si j'ai le mot de la fin, je vais rebondir sur un commentaire qui a été dit plus tôt par Tania sur comment les Autochtones percevaient de façon plus holistique, puis il y avait un peu de la misère avec comment notre système cadrait. Mais c'est vraiment la même chose que je vois quand j'essaie d'accompagner des personnes migrantes au niveau de la CNSST. Ah, ça, c'est SST, ça, c'est normes, ça, c'est l'immigration. Ah, puis ça, c'est le logement. Tu ne peux pas contester ton frais de logement. Mais... Fait que, effectivement, puis je pense que, de voir des organismes qui essayent de comprendre un peu le point de vue holistique puis plus global aujourd'hui, c'est déjà un bon premier pas. Puis ça va nous permettre d'avoir un portrait plus complet là, de ce qui est vécu par les personnes et non pas juste spécifique dans une des sphères. Fait que, conclure là-dessus. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, nos 3 panélistes. Ceci met fin au premier panel. On va observer une petite pause, c'est bien ça, et la discussion se poursuit justement lors de cette petite pause. À très vite.